On avait terminé la 4e plaquette. Bon, voici. Et puis, nous sommes rendus... Là, au sujet de ces illustrations-là, arrêtez pour qu'elles soient bien assimilées, bien comprises. Faudrait que je vous donne un pamphlet, ou bien 2 ou 3 feuilles ayant trait à chacune de ces choses-là. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que tu me donnes le nom et la disponibilité de ce traité qui est concurrentiel à celui de Hélène Baron. C'est-à-dire que c'est une suite. C'est Joel Goldsmith. Mais on fera pas ça le 23, Alexandre. Ça va probablement aller ça à l'automne prochain. Tu sais. Ah bon? C'est une suite. Alors, on peut traiter le baron sans avoir référence. Ah oui, oui, définitivement. Lorsqu'il y aura assimilation de la vie impersonnelle, là, on peut l'enseignement de Goldsmith. C'est ça, oui. Très bien. Parce que Goldsmith, lui, il l'a pratiqué, il l'a vécu au point où il vivait l'instant présent continuellement. Oui. Alors lui, il a fait le tour du monde et puis il se laissait être il se laissait baigner dans l'énergie du Père. Bon. Et puis voilà, ça sera la confirmation de tout l'enseignement, n'est-ce pas? C'est ça. Ben moi, je vois comme suite logique, puis Joel Goldsmith, c'est absolument extraordinaire, mais je pense que c'est comme ça que j'ai compris. Assimiler la vie impersonnelle en premier, c'est très, très important. Oui, justement. Parce que la vie impersonnelle, c'est une préparation à ce que Joel Goldsmith a fait. Lui, il l'a vécu comme tel, selon moi, selon ce que ma compréhension de... Ce opuscule-là est assez disponible, pas très disponible. Je pense que Pierre l'a. La vie impersonnelle? Oui. Pierre l'a dans tous les bouquins. D'ailleurs, il s'en vend dans la ville de Montréal, il s'en vend au-delà de 200 par semaine depuis 5-6 ans. Ça ne m'étonne pas. Et puis, justement, on a un ici qui a le bouquin avec lui, là. Oui. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, là, comme vous voyez, on dissipe un peu tous les nuages, Et à mesure que cette opacité de texte va se clarifier, on va voir le soleil luire derrière tout ça. Il va luire de plus en plus ardeur. Et pour ma part, dès le 12 prochain, c'est le 12, n'est-ce pas? Oui, le 12, c'est ta conférence, Alexandre, c'est à l'intérieur du cadre de l'enseignement théocristique lémurien. Bon. Alors, au tout début, je vous donnerai ces textes-là. Vous allez tous imprimer. J'en imprime 40, disons 45. Oui, à ce moment-là, il faudra les remettre à Mario, car lui est au courant de ceux qui ont pris le cours, parce que le 12, il n'y aura pas seulement que les gens qui sont ici. Alors ça, il faudra que ça vous soit tout remis, et aussi tout ce qui a trait à cet enseignement-là, afin que ça ne sera pas quelque chose de nébuleux. Et je pense qu'on pourra faire des illustrations aussi. Okay. Alors, est-ce qu'on continue avec la plaque numéro 7, pareil? Oui, voici. Oui. Alors, on a la table des éléments ici, et on parle du chaos universel. Le chaos, c'est le KOH. On emploie ce terme-là. Le chaos, la Trinité, c'est Théos, Chaos et Cosmos. Alors, le chaos, c'est le tohu-bohu, ce que Pierre appelait tohu-bohu il y a quelque temps. Alors, on extrait les 4 éléments de cet agent primordial qui était encore indifférencié. Et là, c'est le sceau d'Hermès qui nous permet d'avoir accès à cette décomposition de la matière, à la description de la matière. Alors, c'est là qu'il rentre en matière. Mais pour bien le comprendre, parce que l'illustration est assez ingrate un peu, à moins d'avoir passé par cette première. Et surtout, le texte qui comprend cette première. Rien que vous le menez comme ça sera suffisant. Et si cette dame veut faire ses pyrogravures sur cuivre, ça sera précieux de les installer ici, ça qu'on pourra toujours les référer. Définitivement que coup qu'elles vont être prêtes, on va trouver la place pour les rendre une chose à laquelle on a pensé, accessibles. c'est on suggérait ici, il faudra pourtant mettre une femme ici parmi tous ces hommes. Est-ce que ça serait Nefertiti ou bien Jeanne d'Arc ou qui ou bien Pierre Lévy? Vois-tu, Alexandre, ici sont tous des symboles de l'ère du poisson. Oui. Que l'on quitte, à l'exception de l'arbre qu'on appelle l'arbre de la 6e race, qui est un arbre 6e et 5e race, qui est le passage de la 5e race
à la 6e race, et je pense que ça illustre très bien, parce qu'il y a un homme qui meurt, c'est-à-dire un arbre qui meurt, et à travers de cet arbre-là, le chêne de Membré. Un jeune qui pousse, c'est oui, ça. Oui. Ce qui est exactement ce qui se produit. La résurgence, c'est ça présentement. Et puis, disons que si ta mémoire te le rappelle bien, dès le début, tu étais ici lorsque on a eu le Comte de Saint-Germain, qui était notre première peinture. À ce moment-là, il n'y avait pas de tapis, il y avait le plafond n'était pas fini, et ainsi de suite. C'est un vrai sanctuaire ici. Ça. On a fait notre première conférence, et puis je sais pas si tu te souviens, mais à chaque conférence que l'on faisait, à ce moment-là, moi je demandais aux gens qui m'apportent des illustrations de femmes qui avaient, disons, joué un grand rôle dans l'évolution, dans la conscientisation. Et puis, d'une semaine à l'autre, je le répétais, je le voulais parce que c'était l'ère du Verseau. Et puis, j'ai eu une ou deux photos qui m'ont été remises, qui n'étaient pas... pas seulement représentative. C'est ça. Comme il y avait une, c'était... un peu là. Cléopâtre, c'est ça. Elle était bien, celle-là. Est-ce que c'est toi qui l'avais apportée? Non. Elle était très bien, mais il y avait une objection, c'est qu'il y en a plusieurs qui, encore, par rapport à leur ignorance, pensent que Cléopâtre était une prostituée ou une putain ou ces choses-là. Alors, mais par rapport, je comprends, Alexandre, mais par rapport à, disons, pour les gens qui viennent ici la première fois. La publicité qu'on lui avait donnée par la cinématographie il y a quelque temps. C'est ça. La prima donna d'Amérique. Hein, moi, disons que je fais certaines choses pour aussi ressentir qu'est-ce que c'est qu'il y allait ici. Définitivement une grande échelle, c'est tel qu'il est. Ouais. C'est comme la reine de Saba. Il y a la reine de Saba dont on n'a aucune iconographie également, mais ce n'était pas la reine du Nord. Hein. Dans ce que j'ai fait, Alexandre, moi, pour disons, voir ce qu'il y allait ici, car j'ai eu plusieurs suggestions à ce moment-là, des centaines, au moins une cinquantaine. Et puis, ce que je ressentais le plus, c'était le thaumaturge, une grande thaumaturge de l'époque avant Jésus-Christ, là. Celui qui est posé. Apollonius de Thiene. Apollonius de Thiene, oui. Oui, selon ce que je ressentais, c'est lui qui était supposé devenir orner la dernière place qui manque. On l'aura super. Maintenant, ce qui s'est produit, c'est qu'à date, il n'y a rien que... Moi, je ne pousse pas, je ne force rien. J'ai trouvé une illustration d'Apollonius de Thiene à la loge maçonnique il y a quelque temps. Oui. Maintenant, je ne l'avais jamais vu nulle part, mais on pourrait tâcher Apollonius de Thiene. Bon. On l'avait comparé à Apollon et Diane. Hein? Il mentionne, entre parenthèses, Apollon et Diane, le soleil et la lune. Hein? Mais il ressemble un peu peut-être à Pythagore. Mais il est contemporain de Jésus, il n'y a pas d'erreur. Il y a 2 ou 3 biographies qui ont été écrites à son sujet, assez pertinentes. C'était véritablement un thaumaturge, puis un initié de premier calibre. Ouais. C'est ça. Alors, si on peut ajouter Apollonius, et il trouvait une compagne digne. Hein? Et là, il n'y aurait plus de place pour la compagne dans ce salon, malheureusement. Ce n'est pas que je ne voulais pas. Oui, mais je vais vous dire une chose, c'est lorsqu'on fait quelque chose comme ça, là, ici, ça s'est pas fait seulement que selon mes désirs. Hein. Il y a des choses que je viens pour faire, puis je suis pas capable de faire, il se produit toutes sortes de choses. Si vous demandez aux gens qui ont travaillé ici au centre, ça va jusqu'à très très loin. Lorsqu'on veut faire quelque chose, qu'on vient pour l'appliquer, puis ça fonctionne pas, c'est pas le temps, ou c'est pas ça qu'il faut qu'il soit fait. Il y a des choses qui l'empêchent. Ben voici, c'est parce qu'on est téléguidé dans tout notre cheminement. On croit qu'on prend l'initiative, mais on est poussé dans une certaine direction. On le sait. Enfin, c'est pas ça que je voulais faire, mais je m'avais rendu en train de faire ceci. Mais c'est parce que c'était plus important que tu fasses cela. Alors, comme on dit, on est téléguidé, marionnetté. On peut utiliser l'expression, c'est exactement ça, on est marionnetté. Ça va jusqu'à empêcher des choses. Il y a des choses incroyables qui sont. Moi, je n'avais pas cette avant d'ouvrir le centre ici, je n'avais pas cette. Non. Oui. Alors l'intuition entre en jeu, même à notre insu.
très fort. Très, très fort. Il y a des choses qui sont passées ici dans le salon pendant que certaines conférences. Alexandre a accès à voir des choses et puis dans des choses positives. Dans, Mais, tu sais, Jacques, dans certaines loges, les loges rosicruciennes, les loges maçonniques du Grand Orient, on a ce qu'on appelle une colombe. La colombe, ça représente le Saint-Esprit, et c'est une fillette pubère, qui représente la candeur, la beauté, l'innocence, la spontanéité, tout ça. Mais ça peut être une femme de 50 ans, hein, parce que, absolument. Mais elle représente la colombe. Et ça crée un état d'unicité qui n'existe pas alors que tous les éléments que l'on vénère sont le calibre masculin. On dirait que la spiritualité est l'apanage de l'homme. S'il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas d'éléments masculins dans le monde. Hein. Alors, je collaborerais à ça, supplier à ça, pour dire, ben, on a un élément féminin, il est imperceptible, il est invisible, mais il est très présent. Vois-tu, Alexandre, je voulais utiliser ce mur pour mettre les récents, les gens qui ont joué un grand rôle. Oui. Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Alice Bailey. Oui, Alice Bailey. On a des bons portraits d'Alice Bailey. Il y a des choses qui se sont produites que ça n'a pas pu se faire. Ouais. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, là. Krishnamurti est influent aussi, il ne faut pas oublier. Oui, il faut réussir, ce bonhomme-là. Absolument, absolument. Oui. Mais il y a quand même une certaine énergie dont tu es au courant de ce qui se passe ici. Oui. Et puis, lorsqu'on essaie de changer quelque chose, ça ne fait pas. Il faut que ça soit cohérent. Il faut que ça soit cohérent, ah oui. Et puis, ça ne fait pas ça au hasard. Disons que moi, je prétends pas c'est pas rien qu'enjoliver la pièce, parce qu'il n'y a pas de beauté. C'est quelque chose de cohérent. Oui. Chaque peinture qu'il y a ici attire une énergie particulière. Oui. Et l'endroit où la peinture est placée est en accord avec la séquence un rôle cheminant. C'est ça. Oui. C'est ça. Il y a eu certaines périodes de temps que les peintures ont changé de place. Il y avait des raisons pour ça, puis ça se fait encore à l'occasion. Chaque chose. Bon, de toute façon, on s'est éloigné un peu de notre septième planche. Ici, Alexandre, est-ce qu'on pourrait dire que le triangle, justement, représente l'esprit? Oui, et le carré, l'esprit trinitaire. L'esprit trinitaire, la Sainte Trinité, comme on l'appelle communément. Hein? Maintenant, on a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Maintenant, aussi, on a le sel philosophique, le sel des philosophes, comme c'est écrit plusieurs, qui est une combinaison des 4 éléments qu'on appelle communément la quintessence. Il y a 4 saisons, il y a 4 éléments, mais aussi la quintessence, l'élément spirituel, qui englobe tous les 4 et qui les rehausse d'un niveau supérieur. Alors, c'est ça qui veut faire une synthèse du sceau d'Hermès, la pondération, puis l'introduction de l'esprit. Le sel a toujours été considéré comme l'esprit, l'introduction de l'esprit de la matière, en partant du chaos des 4 éléments. Ouais. Alors, maintenant, est-ce que le carré représente la matière? Représente la matière, ça a toujours été comme ça. La Trinité, ben, c'est les 3 éléments subtils, la matière. Et c'est le tétragramme, hein, comme on appelle. Jéhovah, des fois, le carré est représenté par Jéhovah. Il y a des Hévaï, les 4 lettres hébraïques. Et quand on introduit la quintessence, on introduit le feu sacral, le feu sacré, qu'on prononce par le souffle. C'est ce que le prêtre fait, justement. Quand il met son souffle de matière, il dit pas chou, il dit hein? Sur des éléments comme ça. Alors, si on introduit le 5e élément, le shin, au sein des 4 éléments, le tétragramme, il y a des vae, on a Yehovah, ou Yeheshua, Shua. Alors, c'est ce feu-là, le shin, le feu sacral, que l'on introduit dans les 4 éléments de la matière. C'est ça qui explique le bord de Valentin. Alors, le feu, l'ardeur du dépassement. Hein. Maintenant, on voit aussi que dans la main droite, il tient une balance. Oui, l'équilibre. Oui, équilibrer les 4 éléments. Parce que l'équilibre, c'est l'harmonie des contraires. Justement, la conciliation des contraires, des opposés, des antagonismes, tout ça. Alors, c'est précisément ça. Puis l'introduction du sel produit justement cet équilibre dans tous les aspects de la nature et de notre nature aussi. Bien équilibrer la nature passive aussi bien que la nature active, mâle, femelle, etc. Alors, ça c'est la synthèse de tout l'enseignement. Qu'est-ce que l'épée dans la main gauche représente le sel. L'épée, c'est toujours le sel. C'est pas comme l'épée dans la bouche de l'ancien des jours, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Une épée qui sort de sa bouche, une épée des tranchants, dans l'ancien des jours. Hein. Ouais. Alors, l'épée, c'est toujours le sel, celui qui tranche la matière, pour en faire sortir la quintessence. Ouais.
Alors, l'épée, c'est le sel. Ouais. Alors, pour bien l'expliquer, il faudra donner de plus amples précisions, et j'ai l'intention de le donner sur en forme de 4 ou 5 petites feuilles à chacune. Là, ce sera suffisant. Autrement, ben, D'ici à ce temps-là, tu vas quand même donner on Oui. va continuer les Oui. explications. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur cette 7e planche? Oui, on a une question ici. Je vois aqua qui veut dire eau, Aqua, c'est l'eau, oui. dans justement. le triangle. Oui, justement. L'eau. IM, ici, c'est l'hiver, n'est-ce pas? Vert, c'est le point vernal, le printemps, l'automne, et l'été, Estat. Alors, c'est la combinaison des 4 éléments avec les 4 coins du zodiaque, les 4 points cardinaux de la nature, de la Terre. Hein. Alors, il englobe tout avec le sceau d'Hermès, il harmonise tout avec le sceau d'Hermès. C'est l'hélium hermétique, justement. Alors, c'est la synthèse des 4 éléments avec les 4 aspects de la planète, de la matière, les 4 formes de matière. Alors, tous ces éléments sont en latin ou... Oui, ils sont en latin, oui. Oui, justement. Hiem, c'est latin aussi, autrement, puis Estas, oui. C'est latin aussi. Aqua, c'est latin également. Oui, c'est latin. Ah, merci. Ah oui. Ça prend des bons yeux pour voir ça de là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Je ne sais pas si c'est le temps de revenir sur la question que j'allais poser tout à l'heure sur la question de la chaux-vive. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements? La chaux-vive, en définitive, c'est de la pierre pulvérisée, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, toute pierre contient du ciel, du feu en latence. Hein? Alors, la chaux-vive ne fait pas exception. La pierre de votre briquet, c'est du feu. Et dès que vous l'avez irrité, il y a une étincelle qui jaillit, n'est-ce pas? Alors, le feu et la flamme n'est pas nécessairement la même chose. Alors, la chaux-vive est la pierre ou du feu en léthargie introduit dans la matière, la cendre, fait sortir le feu qui est dans la cendre, le sel qui est dans la cendre. Et la matière de procédure, c'est mélanger moitié-moitié, moitié chaux-vive et moitié cendre, et l'ébouillanter. Et ça passe, en passant à travers un tamis, tout le sel qui est contenu dans la cendre passe à travers ce tamis et devient l'équivalent de celui qu'on prend dans la rosée du printemps. L'un, on l'appelle l'agent primordial, l'autre, c'est l'agent céleste. Hein. L'un est le sel terrestre, l'autre est le sel céleste. Alors, ces deux sels-là, c'est le mariage du ciel et de la terre. On pourrait dire du sel du ciel et du sel de la terre. Ouais. Ça. J'aimerais avoir une précision parce que de la chaux-vive, souvent on achète de la chaux dans les villes, là. Ils appellent ça chaux-vive, mais apparemment ça n'en est pas. C'est bon pour faire du blanchissage seulement, peut-être blanchir les poteries. Où se la procure-t-on? À Joliette, il y a un endroit où on achète dans des petits contenants, peut-être un kilo, quelque chose comme ça. À Joliette, on demande la chaux-vive, quick lime, on appelle ça quick lime, oui. Alors que l'autre, elle a subi l'humidité. Elle fait servir rien qu'à faire une espèce de peinture pour peinturer du bois, n'est-ce pas, hein? Ouais. Alors, la chaux-vive contient du feu en puissance, tandis que l'autre n'en a plus. Elle a subi l'humidité. Oui, monsieur? Pour la chaux-vive, là, à ceux qui sont pas au courant, moi, j'ai fait la Mauricie complète, la cœur du Québec. Oui. Trois-Rivières, comme Madeleine, était Châteauguay, était tout partout, on n'est jamais eu. Ils n'ont plus des magasins, des coops, là, ils n'ont plus. Je suis venu à Montréal, puis dans une période où que j'avais le feu sacral, comme on pourrait dire, là. J'ai amené mon gars, puis j'ai dit, parle pas, m'a guidé dans Montréal, je connais pas ça, moi. Ouais. Puis on se promène, des coups, je vois le coop, une grosse annonce dans les airs, c'est là, va là, puis tu vas te chercher certain quelque chose d'un grand entrepôt. J'arrive là, je demande ça, puis il m'en faut, puis il demande une question, le gars, pourquoi toi? Mais j'ai dit, c'est bien simple, c'est pour tuer mes pissenlits dans ma pelouse. Je dis pas la vérité, la grande œuvre, là, il m'a fait rire de moi. Ah oui, ouais. Il va dire, c'est un maudit fou, lui. J'aurais dit d'autres choses, là. Ah, d'accord. J'ai eu 4 poches de 25 kilos. C'est tout qu'il y avait, puis il dit, on n'aura plus jamais, parce que ça brise tous nos matériaux alentours, là. On n'aura plus jamais. Jean-Pierre, qui est en arrière de toi, s'en est déjà procuré, je pense. Quelle place l'avais-tu trouvé, Jean-Pierre? C'est pas Joliette, t'as trouvé ça? Non, moi j'ai trouvé sur la rive sud. Il restait un sac, évidemment. Ouais. Mario, est-ce qu'il est alentour? Quelle place as-tu pris la chaux-vive, Mario?
Ravary, le Colosse à Montréal. Oui, j'ai déjà entendu le nom de cette firme-là, cette maison-là. Mais je sais qu'il y en a certainement à Joliette. Il y a une carrière, oui, une carrière à Joliette. Boulevard des Grandes Prairies et l'Angelier à Saint-Léonard. En quelle quantité donne-t-on cette chose-là? 50 livres? 50 livres. Ouais. C'est que Joliette, il y en a. Camille Coulevré en a eu une fois, oui. Joliette, oui, là, un peu plus loin. Alors, on en aura. Puis, j'ai encore de la cendre, j'ai trouvé encore 1 kilo de cendre. Quand que ça doit être, c'est. Ouais. Ah oui. Ça date. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la 7e planche? Alors, nous passons à la 8e, qui est un peu voyez-vous, la spéciale. résurrection de la matière, de la mort. On dit la mort de l'un, c'est la résurrection de l'autre. C'est exactement le débouché, c'est-à-dire la réalisation ultime, la quintessence qui commence à sortir de la matière, pulvérisée, mortifiée, complètement mortifiée. Alors, la mort est donc une deuxième naissance. Hein, oui. Alors, tous ces enseignements-là nécessitent une élaboration un peu plus longue. Alors, je vous donnerai ça dans des monographes assez complets. OK. Alors, nous passons à la 10e. Ah bon. Alors, c'est une synthèse. Hein. Je suis né Hermogène, c'est soleil au-delà du soleil. Alors, on l'appelle parfois Soter ou Sotis. Il est 360 fois plus gros que notre soleil. Et notre soleil, avec tout son cortège de planètes et de satellites, tourne autour d'Hermogène. Alors, il dit, Natussum, je suis né d'Hermogène. C'est-à-dire, mon père est le Soter, le sauveur. Moi, je ne suis que le Christ, justement. Et on a le cycle ici des 4 éléments. Voilà. Alors, les autres signes n'ont pas grande signification, excepté en Kabbale. Bon. Hyperion, Ion, c'est le soleil, hein, comme on dit Hélios. Hélios et les Jutmés. C'est le soleil qui m'a fait naître. C'est Hyperion qui m'a fait naître, hein. Et les Jutmés m'a fait naître. Le deuxième, jusqu'à que j'atteigne ma propre intégrité. Yamsud Kogor intérieur. Jusqu'à que j'atteigne ma propre intégrité. Ouais. Oui. Je suis né d'Hermogène. En haut, qu'est-ce qu'il dit? L'élixir. L'élixir aux médecines de second ordre. De second ordre. C'est quand on est rendu à la pierre au blanc. Rendu à la pierre au blanc. Ouais. Là, il en manque une qui ira immédiatement après ça, je crois. Alex, excusez, j'aimerais savoir, les lettres qui sont dedans, si c'est de l'hébreu. C'est l'hébreu, définitivement l'hébreu. OK. Oui. C'est l'hébreu. L'hébreu des 4 éléments. Ouais. Il y a plusieurs signes en hébreu qui sont assez obscurs. On va prendre par exemple le signe qui est sur la croix. Yod Nun Resh Yod. C'est INRI. On traduit ça normalement par Jésus Nazarénus, Resh Judéorum, Jésus le Nazarin, roi des Juifs. D'autres disent Igné, l'ablatif du verbe ignis, du mot ignis qui veut dire feu. Natura renovatur integra. C'est par le feu que la nature est restaurée à son état d'intégrité originale. Hein? Alors, le feu de la matière, le feu des éléments, puis le feu qui est en nous, le feu sacral. Alors, c'est toute l'œuvre du feu. Alors, un philosophe, un alchimiste, c'est philosophe par le feu, qui traite du feu. Il est sacerdote. La seule véritable signification, interprétation du mot sacerdote, ça devrait être ça. Philosophos ternium, philosophe par le feu, travaille sur le feu. Ouais. Ah oui. Alors, les premiers textes, puis les textes les plus précieux que l'on avait, aller jusqu'au Moyen-Âge, c'était des textes hébreux. Incidentellement, celui que Abraham le Juif avait laissé à Nicolas Flamel, c'était ça. Esh, Nazareth, le feu purificateur, le feu purifie. C'est ce que le cycle de quoi dit. Natura renovatur integra, et purifié. Ouais. Alors, voici le Bon, voici, on a le tonneau, le tonneau. Alors, le tonneau, c'est du chêne, naturellement du chêne. Alors, Nicolas Flamel mentionne bien, observe bien ce chêne, le chêne creux. On voit qu'il est creux, n'est-ce pas? Hein? Il est creux. Il y a une espèce d'ouverture au bas du tonneau, le chêne, n'est-ce pas? Hein? Alors, de ce chêne creux, sort une essence qui est du feu, c'est-à-dire le sel.
qui vient de la cendre provenant du chêne. Hein? Bon. Alors, c'est ça que... Alors, il y a deux roses, rose blanche et rose rouge, ici, qui représentent l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Et le lion vert, le lion Microviritis, qui est notre agent primordial qui l'ont fait par la suite. Alors, ça, c'est la dernière opération. Alors, au tout début, il s'agit de se procurer ce chêne, d'en extraire le sel, ou le bord de la cendre, ensuite de ça, le sel de la cendre. Bon. Alors là, on a tout ce qu'il nous faut. Le sel de la terre, plus le sel du ciel, qu'on ira voir au lac Georges. Pourquoi le lion mange-t-il une queue qui semble être une autre queue de lion? Non, c'est plutôt un serpent, n'est-ce pas? C'est plutôt un serpent. Je dirais que c'est plutôt un serpent. Je sais pas. Ouais. Oui, c'est probablement un serpent. C'est probablement un serpent, oui. Probablement un serpent. Mais maintenant, je dois avouer que je n'ai pas de précision, même dans Basil Valentin, au sujet de ce détail-là. Mais il y a seulement sa raison d'être. Et quant à l'alchimisme, ben, il n'y a pas d'erreur, ça représente l'opérant lui-même. Et les conjonctions sont évidemment le soleil et la lune, le roi et la reine, tel qu'on la voit au tout début. Hein. Alors, et les fleurs, ben, c'est les fleurs que l'on obtient par le mercure universel, avec l'œuvre rouge et l'œuvre blanc. Normalement, elles devraient être en couleur, ces choses-là, mais je ne les ai jamais vues en couleur. Ça date du 15e siècle, ça. Alors, tous les alchimistes ont employé une iconographie qui était en accord avec les coutumes de leur temps. Eh ben. Ah oui. Ah oui, c'est ça. C'est Benoît Leroux, l'auteur de cette reproduction. Mais comme c'est une reproduction, il ne doit pas y avoir de mystère au sujet des droits d'auteur. Hein. On s'excuse pour l'emplacement, là, pour ceux qui sont à chaque extrémité. Si tantôt vous voulez les voir, ils vont être sur la table ici. Ouais. Vous êtes les bienvenus pour jeter un coup d'œil. Alors, on a une question ici en face de toi, Alexandre. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur les fameuses étapes du grand œuvre, parce qu'il y a oui, des choses qui... on les a subdivisées en 7, parce que le septenaire, c'est une loi qui est reconnue à travers tout l'univers, qui mène à l'octave, la répétition de la tonique. Maintenant, d'abord, il y a la pré-préparation qui consiste à l'obtention de l'agent primordial de notre sel. Hein, ensuite de ça, la fabrication du sel de chêne. Hein. Ensuite de ça, la mise en œuvre de ces deux éléments-là. Ensuite ça, la fabrication même qui contient 4 étapes. La solution et la coagulation. Ensuite ça, l'imbibition et la projection. Bon. Ça fait 7 étapes. On respecte cette loi-là, par comme les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création, les 7 plans de conscience, les 7 chakras, etc. C'est pour être en accord avec cette loi de la Trinité, de l'octave et du duodénaire. Alors, on pourrait dire qu'il y a 5 étapes seulement, si on enlève la pré-préparation et la préparation même. Mais on divise ça en 7, pareil comme on divise la gamme musicale en 7 tons et demi-tons. Bon, j'aimerais continuer, que vous continuiez. On introduit les sels à droite, le cinabre au centre, et une fois que l'œuvre se met en marche... Ça tombe dans l'autre dispositif. D'accord. Et ensuite? Ah, ben là, vous avez une huile, là. Cette huile-là, vous allez l'exposer au soleil pendant 7 ans jusqu'à ce que vous voyez des petites bulles sortir de là. Ces petites bulles-là sont encore des impuretés qui ont été retenues. Parce que dans le compas, il reste de la cendre, une espèce de cendre. Hein? Alors, ça va sortir. Ça va sortir sous forme de boule. Là, vous l'exposez au soleil. Et ensuite de ça, vous le mettez à la lune quand il a fini son ébullition. Là, elle va devenir blanche. Ça va faire ce qu'on appelle du lait de vierge. Cette huile-là va devenir blanche. Et on mettra dans un ballon spécial, un ballon unique, après l'avoir extrait de ça, pour l'imbiber avec du lait de vierge, du lac Virginis, hein, pour pousser jusqu'au blanc complètement, et ensuite ça au rouge. Toujours arrosé à vierge. On la fait sécher, et on l'arrose. On la fait sécher de nouveau, et on l'arrose jusqu'à ce qu'elle devienne cristalline, à part du blanc, avant jusqu'au citron, au gris d'abord, avant d'arriver au citron. Jaune, ensuite ça, le rouge. Côté dans le sel. Oui, mais c'est justement ça que je viens de préciser, qu'il y a 20 facettes.
C'est en forme d'une toupie qui aura deux surfaces pentahédrales, 5 faces, hein? 5 petits triangles en haut, 5 petits triangles en dessous, puis la liaison entre ceux du haut et ceux du bas. Ça en fait donc 10, hein? Alors, il y a 10 triangles sur les côtés, sur le centre, sur la couronne centrale, et 5 en haut, 5 en bas. Ça qui fait 20 facettes, un icosahède. Ça, c'est la forme du cristal. Dans Fulcanelli, vous en avez, les demeures philosophales, vous en avez une illustration dans un monument qu'il y a à Edinburgh, je pense. Édimbourg, justement. Alors, il y a un monument là, qui représente l'icosahède assez gros. Un monument. Ouais. Alors, ça, c'est l'icosahède. Pardon? Une horloge solaire. Ah oui, justement, je me souviens d'avoir vu ça dans Fulcanelli. Le dernier volume, je pense. Ah ben oui. Edinburgh, hein? Édimbourg, oui. Alors, ça, c'est l'icosahède, exactement. Ouais. Alors, c'est un beau. C'est unique. Il n'y a rien d'autre chose dans la nature que cette forme-là. Rien d'autre chose. Il y a M. Gilles Jovidon qui vous avait interviewé en 1982. Je me souviens vaguement, oui. Oui. Il y a M. Gilles Jovidon qui vous avait interviewé en 1982 et vous lui aviez dit que vous prépariez un dictionnaire des termes alchimiques. Que c'était en marche. 800 termes, il est en marche, oui, rien qu'à l'imprimer. Ah, OK. Ah oui. Ben, j'aimerais, tôt ou tard, je vous le laisserai, ça. Parfait. Il faudrait le clavigraphier, parce qu'il est j'ajoute des termes de fois de temps en temps. J'ai à peu près 800 termes. Les termes sont des petits articles. Chaque item, par exemple, a un petit article, pas comme le dictionnaire de Voltaire, par exemple, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Alors oui, dans très peu de temps, peut-être une couple de semaines, je l'aurai complété, puis je pourrai le mettre en circulation. Ouais. C'est un lexique, puis moi, un glossaire de tous les termes alchimiques, pareil comme celui des Kamalayana. Vous avez déjà donné celui de Kamalayana ici? Non? Tu en as déjà remis. On a déjà remis, oui. Bon. Ici, on a dit qu'il y avait à peu près 40. Il y a en somme 40, hein? Ah. Alors, je prendrai ça comme chose. Bon, j'en aurai beaucoup à vous remettre éventuellement de ces choses-là. Est-ce que vous entendez bien? Bon. Oui, peux-tu me saisir bien? C'est assez fort? Ça va, hein? Ça va. Alors là, ça va mieux? OK. Alors, on a quelques questions ici, Alexandre, et puis j'ai remarqué que durant les pauses, il y a des gens qui te posent des questions absolument extraordinaires. Ça serait peut-être avantageux pour tout le groupe que vous posiez les questions au micro de façon à ce que tous les gens puissent bénéficier des réponses. Parce qu'il y a des questions qui sont posées à Alexandre durant les pauses qui sont absolument très importantes et intéressantes. Il y a un petit passage évangélique qui m'avait beaucoup frappé. C'est le suivant, lorsque le Nazaréen donné une espèce de définition d'une chose importante. Lorsqu'il avait dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Et il a expliqué par la suite qu'est-ce que c'était que manger la chair et boire le sang de quelqu'un. C'est écouter sa parole. Exactement. Il dit « Moi, ma nourriture... » Alors, d'abord, il dit ça... À moins que vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Hein? Alors, les pharisiens disent, c'est dur à avaler, ça. Il dit, comment un homme peut-il nous donner sa chair à manger? Mais il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite en rien. Moi, ma nourriture et mon breuvage, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ce dont je m'alimente, hein, c'est d'être en accord être en harmonie avec tout mon environnement intérieur et extérieur. Alors, il s'agit d'interpréter ces paroles, non pas à la lettre, mais l'esprit de ces paroles. C'est ça que je veux dire. Justement, lorsque il dit celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise, mais le mot écouter, dans notre langage, a aussi deux significations. Oui, lorsqu'on dit à un enfant, par exemple, accepter l'enseignement. Ouais, lorsqu'on dit à un enfant, écoute-moi donc,
On veut dire non seulement Accepte-moi entendre, donc. mais accepter, obéir. Hein. Accepte-moi, justement. Il Ça, c'est semble le que thème. dans les religions, c'est cette obéissance qui n'a pas eu lieu. Il Bon, mais répète on dit souvent, entendre, Saint Jean le dit, entendre qu'il y a des oreilles pour entendre, n'est-ce pas? Tout le monde entend, mais ils ne comprennent pas. Il s'agit de prendre, capter. Alors, c'est d'assimiler l'enseignement, non pas tout simplement de le mémoriser. En mémoriser, c'est vraiment avoir la lettre de la chose. C'est la lettre qui tue, alors que l'esprit vivifie. C'est ça qu'il voulait dire. Il parlait toujours en langage symbolique. C'est apprécié. Ouais. Comme tu as mentionné, beaucoup de choses ont été mal comprises, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas de hasard et tout ce qui a été fait avait à être tel que ça a été fait, de façon à ce que l'ère du poisson, qui était l'ère de la croyance, demeure l'ère de la croyance. Maintenant qu'on entre dans l'ère du Verseau, qui est l'ère du savoir, là c'est différent. Mais il fallait que cette croyance existe afin de renforcer le mental pour qu'il soit capable de faire ce que c'est qu'il est en train de commencer à faire. On a une autre question à gauche ici, Alexandre. Est-ce qu'on pouvez-vous ouvrir le micro? Il dit, celui qui prend indignement ma chair, et ça peut être de la donation pour son âme, ou si j'ai lu dans un livre. Oui, justement. Alors, faut pas vulgariser et vilipender les valeurs spirituelles. Faut pas jeter les perles au pourceau, comme il dit quelque part. Hein. Les vérités doivent être maintenues à un niveau supérieur. Alors, on peut dire des vérités sublimes, puis les faire ridiculiser, comme ça arrivait dans bien des cas, au temps du Moyen-Âge, etc. Alors, ça, c'est ça qu'il voulait dire. Alors, ne pas ravaler les vérités supérieures à la compréhension purement matérielle. Ne pas jeter des perles au pourceau, à moins qu'ils se retournent contre vous. Les perles au pourceau, c'est ceux qui comprennent, qui sont pas mûrs pour comprendre. Exactement, comme compréhension, oui, simplement matérielle. Oui, merci. C'est ça qu'il voulait dire, sans doute. Oui, il était très précis, oui. Il avait la parole juste. Ah oui, juste, ah oui. Ah, puis cette stratégie, cette finesse d'esprit, hein, qui répondre à une question par une question, hein. Alors ça désembarrasse les auditeurs, etc. Mais en faisant la volonté du Père, Oui. automatiquement, la précision parfaite était là. Oui, je mentionne quelque part, puis ça a été commenté, justement, que le plus grand psychologue de tous les temps, psychologue au sens moderne du terme, c'est encore le Nazaréen. Oui. Il avait un grand rôle à jouer, occulte, et de ce qu'on a vu. Oui, de comportement aussi, comportement humain. C'est ça. Alors, il est précieux. On ne pourra jamais épuiser son enseignement, ni en atteindre toute la profondeur. Mais on commence déjà. Ouais. C'est ça. Alors là, ça nous met dans l'enseignement théocristique. Hein? Il va falloir plonger dans ça bientôt aussi. C'est ça. Tu commences le 12 de mai, je pense. Oui. Maintenant, j'en profite, Alexandre, pour mentionner ce qui a été dit tantôt, parce qu'il y avait des gens qui étaient encore au café en arrière, c'est que il reste plus d'huile christique. Le 12 de mai, Alexandre va faire en sorte de ne pas oublier d'en apporter. Non, en apporter, oui. Le 12 de mai, j'en ai promis, mais j'en ai pas suffisamment, ouais. C'est ça que la prochaine conférence d'Alexandre Lachance, c'est un dimanche soir à 8h. Ceux à qui j'en ai laissé, je vous recommande bien d'être prudent, ne pas vous en mettre dans les yeux. Hein? C'est impardonnable pour moi de prendre cette chance-là. Alors, quand vous en appliquez, puis vous en avez sur vos mains, lavez-vous bien les mains, hein? Même frottez des ongles, hein? Pour pas par mégarde vous en mettre dans les yeux. Hein? Alors, elle est radiante, vraiment radiante. Hein? On a une autre question à gauche ici, Alexandre, à ta gauche. Pour écouter Jacques et lui obéir, je vais poser ma question que j'ai posée pendant l'entracte, à savoir si je pouvais appliquer l'huile sur le plexus solaire. Oui. Vous m'avez dit oui. Oh oui. Maintenant, pour les femmes, vous avez ajouté quelque chose, où l'appliquer? Oui, voici. Bien des femmes se plaignent de douleurs abdominales, de ça, la vie à plusieurs paliers. Et dans ce domaine-là, il y en a beaucoup qui souffrent. Alors, il y a les trompes qui mènent au centre endocrinien de chaque côté, des ovules, des ovaires, dis-je. Alors, de l'huile appliquée le long des trompes de Fallope, des trompes fallopiennes, hein, en montant tout le long de l'aine, c'est très solitaire. Ça fait dissoudre tout le calcium qui peut être logé dans les trompes. Ça, c'est important aussi.
Alors, les trompes de Fallope. Alors, ça, vous l'appliquez, toujours en faisant attention pour ne pas prendre ne pas la peine, hein? Alors, entendre que les oreilles pour entendre. Bon, alors ça, c'est salutaire. C'est immédiat, hein? Oui, le passage est immédiat, oui. On a vu un cas, ça va une couple d'années, une personne qui était apparemment stérile, hein, depuis 7 ans, hein? Alors, elle a eu une application comme ça. Son mari a appliqué ça une couple de soirs. Et 2-3 mois après, elle m'invitait d'être parrain pour, ça cliquait, ça m'expliquait, ça cliquait. Après 7 ans de tentative infructueuse, agréable, mais infructueuse. Ouais. Alors, oui, elle m'a annoncé que moi et ma femme, on devait être parrains de leur bébé. Bon. Alors, c'est des effets thérapeutiques, c'est ça qui est le plus important. Il ne s'agit pas d'inonder le marché d'or, il s'agit de horrifier notre vie, et la vie des autres aussi. Hein. Et voilà, ce bon Basile, le roi tout-puissant, Basileus, Basile Valentin. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, Alexandre, c'est qu'on va placer la première planche ici, et puis j'aimerais que tu la commandes. Oui. Voici, Basile Valentin décrit tout le magistère avec ces 12 planches-là. Elles sont assez illuminées pour que vous puissiez voir. Bon, ça représente les deux protagonistes du grand œuvre, le roi et la reine, qui sont l'or philosophique, sur son aspect positif et négatif, soit le souffle et le mercure, remplacé par le roi et la reine. Et le travail de procédure, c'est le travail au creuset et le travail à la tanor. Alors, on a un petit creuset ici dans lequel la matière est mise pour le triturer. Et là, le feu, qui est représenté par Vulcain est représenté toujours comme un boiteux. Hein? Bon, merci. Et voilà, là, je suis pédagogique, je me sens pédagogique. Pédagogique. Bon. Voici ce que dit notre pontife. Je l'appelle pontife parce que il est très précis dans ce qu'il dit. Sachez, mon ami, il s'adresse à l'alchimiste, que toute chose impure et souillée ne conviennent pas à notre œuvre, pour laquelle, en effet, leur lèpre ne pourra laisser aucun secours. Le bon est empêché par l'impur. Alors, il nous conseille de prendre des métaux purs, pas ceux qu'on va acheter dans les départements de métallurgie ailleurs. Pour ça qu'on va dans le sol même pour prendre le cinabre. On pourra le faire avec du mercure, le réduire en cinabre. On va aller à une maison comme Central Science, des choses comme ça, mais c'est un métal qui a été brûlé complètement, il est mort. Alors on prend notre métal, l'or et l'argent, que l'on puise du cinabre, dans la terre même. Alors nous, et plusieurs autres avant moi, nous avons constaté que le métal le plus pur se trouvait en Espagne, à Mérida, en banlieue de Madrid. On sait maintenant qu'il y en a dans la Colombie-Britannique, dans les alentours de Nanaimo, le long de la rivière Fraser, qui monte à partir de Terrace, BC, Colombie-Britannique, aller jusqu'à dans le nord de la France. Il y en a aussi sur les bords du lac Erie, Ontario et Michigan, je crois. Mais ça, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, je n'ai pas pris de chance, puis je l'ai eu de Madrid. Et dernièrement, un ami nous en a fait parvenir, Mme White, par le biais de M. Coudary. Il en a fait venir qui venait directement de Madrid. Je pense que vous l'avez déjà exhibé ici, hein, je crois? Oui. Oui, on l'a vu hier. Alors, vous voyez que c'est bien rouge, c'est bien le sang de la terre qui est maintenant coagulé. Parce que cette pierre-là, ce cinabre, c'est véritablement le sang de la terre. La terre est un être vivant. Et, comme elle a toutes les propriétés d'un être vivant, elle a un métabolisme, une circulation. Et cette pierre-là, c'est ni plus ni moins son sang qui est coagulé en atteignant la surface de la terre. Alors, on la réduit de nouveau en sang avant de pouvoir l'envoyer. On la pulvérise, on la liquéfie, ensuite on la convertit en gaz, et après ça, en sang. Et quand elle a été réduite en sang, elle est coagulée de nouveau, puis elle fait cette pierre philosophale que l'on peut introduire dans notre sang par le biais de la mendication ou autrement. Alors, c'est ça qui représente notre bonhomme, Basile Valentin,
que les deux protagonistes doivent provenir de sources naturelles, pas être fabriqués artificiellement. Alors, c'est ça qu'il veut dire. Maintenant, Alexandre, il y a des alchimistes qui ont travaillé avec une autre pierre que le cinabre, qui est une pierre jaune, un jaune moutarde, comme la moutarde préparée. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a de l'antimoine. L'antimoine, il y a plusieurs sortes d'antimoine qui peuvent avoir cette chose-là. Bon, je vais entendre parler de l'antimoine aussi. Hein? Le stibé, on n'a parfois qu'on l'appelle le stibé. Mais j'ai travaillé sur trois éléments, mais sur l'antimoine aussi bien que sur le stibé. Et j'ai constaté que le cinabre, d'après l'autorité d'études Grand Pontife, c'était ce qui est le plus précieux. J'en suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Et tous ceux qui ont travaillé dessus, ils ont répudié après un certain temps, dire ça ne convient pas. Ils sont revenus tous au cinabre. Le cinabre, on l'appelle le sang du dragon, le sang de la terre, quel que soit le terme qu'on lui donne. C'est cette pierre que je vous ai exhibée, qu'elle est rouge, elle a les caractéristiques du sang végétal, du sang coagulé. Ouais. L'antimoine serait quoi comme pierre au juste? C'est un sulfure de plomb. Un sulfure de plomb. Ouais. On trouve ça dans des détritus de vie organique. Ouais. Alors, la vie organique, naturellement, laisse un détritus. Et c'est pollué. C'est une espèce de glaise. Une glaise qui contient beaucoup de plomb. Mais du plomb, on dit c'est de l'or lépreux. Alors, l'or lépreux, il ne convient pas. Pour avoir un bon antimoine, il faudra le trouver dans le sesquioxyde de fer. On en trouve plus ici. Du moins peut-être en Europe. Mais ici, on n'en a pas trouvé. Mais si vous prenez ce métal-là que l'on a, le cinabre, vous ne faites pas d'erreur du tout. Puis, il faut pas faire d'erreur. Pareil comme on ne pourra pas faire le grand œuvre avec du sel de cuisine, du sel de table. C'est impossible, hein? Pendant c'est du sel. Mais malgré qu'il soit en forme de cristaux, c'est pas une chose qui est du sodium, ce n'est pas ça du tout. Alors, Basil Valentin nous recommande de prendre des éléments purs, hein, qui sont le roi et la reine de la création. Alors, ça c'est la première leçon qu'il nous emploie. Ne travaillez pas avec des métaux impurs ou des métaux falsifiés. Ensuite, ça, il attire notre attention sur la planche numéro 2. On n'a pas, Alexandre, on a seulement que la numéro 3. Très bien. All right. On l'a égaré, peut-être laissé à la maison, c'est possible. Ça fait très longtemps, à ma connaissance, ça fait au moins 1 an que tu l'as pas. Non. Ah, c'est Mireille qui m'a rapporté ça. Quand Mireille est arrivée chez moi, elle était toute désemparée. Elle disait, mon nom, je vais faire ton affaire. Elle m'a rapporté ça, je suis à toi. Mais lorsqu'on connaît Alexandre assez bien, on sait que il n'y a rien qui lui appartient. Alors, si quelqu'un était chez toi et puis qui a trouvé ça arrivait quelquefois. Oui, ça arrivait quelquefois. Parce que Alexandre a noté environ combien de volumes que tu as passés qui sont jamais revenus? 400-500, je ne veux pas exagérer. C'est injuste. Oh oui, 400 ou 500 volumes. Oh oui. Donc, certains d'entre eux ne sont plus disponibles depuis plusieurs années. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ça, c'est ceux qui a noté, ça. Il y a un cardex, là, avec le nom des gens avec qui il l'avait passé, mais ces gens-là ont déménagé. Oui, très grand nombre. Il y a quelques années, 3 ans, disons, j'étais encore à Saint-Julien. Je reçois une caisse de livres une fois, à COD, 7 piastres de franchissement dessus. Un gars qui m'a envoyé 30 livres. Il y avait depuis 7 ans. Il y avait ça depuis 7 ans. Il n'y a pas eu le temps de les lire. Moi, j'en ai à peu près 400 encore en circulation. Enfin, ça rend service. Alors, on peut peut-être penser que c'est la même chose qui est arrivé avec les plaques. C'est pas possible. C'est pas possible. Il manque celle-là, la deuxième seulement? Non, il manque la deuxième. Ouais. Il manque la 5e, la 6e. Il manque la 9e. Ah oui. Ça me révèle. Oui, je sais que la 11e. Oui, je sais que tu m'avais demandé des renseignements au sujet de ces plaques-là, justement, de ces tableaux-là. J'ai écrit un petit article, c'est-à-dire que j'ai envoyé quelques pages à ce sujet-là, mais je pense qu'il est venu se servir lui-même pour faire l'illustration. Elles sont précieuses, mais le texte de Basil Valentin obvie la nécessité d'avoir les plaques proprement dites, parce qu'il écrit, bon, quand il parle de matière première, on sait que c'est le cinabre, il n'y a pas d'erreur possible.
Et quand il fait la procédure ici, ben, il décrit ça assez bien. Alors, c'est le 12, n'est-ce pas? J'aurai des 12 textes à vous donner, hein, de 2-3 pages chacun, ayant trait à ça ici. Puis, est-ce que c'était possible de reproduire ces plaques-là, afin de vous en donner, les faire photographier? Les petites photographies, comment c'est ça, les petites photographies miniatures? Mais je pense que c'est disponible dans certains livres, ça, Alexandre. Hein? Oui, ben, Basile Valentin, dans celui-là, dans ce texte-là, tu vois comment est-ce qu'il les illustre comme ça. Hein? Oui. Ça ressemble à Je la pense que miniature. ça serait préférable que les gens achètent le livre, que nous, on fasse photographier, puis Oui. parce qu'on n'a pas toute la documentation, et puis Il n'est pas ça très serait disponible. Je plus... pense qu'ils ont un $7 oui. Oui. Quel Ça, est le c'est titre, Alexandre? Les 12 clés de la philosophie. Les 12 clés de la 12 philosophie clés de Basile Valentin. de la philosophie. Les 12 clés de la philosophie, ouais. Alors, en réalité, c'est ce qu'on pourrait appeler les 12 travaux d'Hercule, tout ça, hein, parce que compare l'alchimiste à un Hercule qui fait l'œuvre solaire, oui. Les 12 clés de la philosophie de Basile Valentin. C'est bien précieux. Bon. Alors, j'ajoute toujours de la documentation à votre bibliothèque. Je vais donner Fulcanelli, Cancellière. Là, j'ajoute Basile Valentin, qui sera indispensable aussi. Et à mesure que vous lirez ces œuvres-là, vous aurez des références à puiser, surtout dans Fulcanelli. Il réfère à ses propres sources de documentation et Cancellière également. Alors, si vous voulez vous y vouer à 100%, procurez-vous tout ce que vous avez moyen de vous procurer pour bien vous en s'assurer. C'est bien important. Comme j'ai déjà dit, j'avais une bibliothèque, moi, de 400 ou 500 volumes, de 26 à 39. Puis, j'en ai éliminé peut-être un 150, mais j'en ai gardé à peu près 150. Donc, ça couvre toute ma bibliothèque. Et 150 volumes, c'est beaucoup de lecture. Et j'ai accumulé ça dans 13 ans, mais c'est indispensable. Alors, il y a à peu près 10 ou 12 volumes que je vais vouloir vous procurer au cours des siècles, des siècles. Oh, oui, je pense en termes d'éternité, n'est-ce pas? Au cours des ans, au cours des siècles. Alors, si on ne réussit pas dans une vie, on commence le lendemain, c'est-à-dire dans une vie suivante. Le lendemain. Une journée solaire, une journée terrestre, c'est la même chose. Oui. Et voilà. Bon. Alors, oui. OK, alors on en était rendu à la deuxième plaque, Alexandre. Peut-être que tu pourrais Oui, voici, regarde, lire l'explication de la deuxième. Je saute sur celle-là. Sur la quatrième? Oui, OK. parce que apprécie justement ce qui suit dans son enseignement. Il représente ici un squelette, n'est-ce pas, qui est assis sur un tombeau dont il est sorti. Et c'est la résurrection de la matière qui a été mortifiée. Mortifiée veut dire passer au mortier pour être mise à mort. Hein, mise à mort avant de renaître. Mise à mort avant de renaître, justement. Il parle de la deuxième naissance, c'est la mise à mort de la matière. Oui. La mort, justement. Génératrice de la cendre et du verre précieux. Bon. Alors, la cendre, on prend la cendre du chêne, n'est-ce pas, pour faire notre agent primordial. On a pris un chêne, préférence, un chêne qui a été frappé par la foudre, en fait, qui contient de l'électricité, des photons. Alors, on le fait brûler, et de cette cendre-là, comme on a fait ici une fois, on a, en le mélangeant avec de la chaux vive, qui est de la pierre, hein, qui contient un feu en latence, on l'a ébouillanté, et nous on a extrait un sel de ça. On va le faire encore de nouveau ici. Alors, du chêne pourri, on retire un sel vivant. Alors, c'est la putréfaction d'un, c'est la résurgence de l'autre. Hein. Alors, c'est ça qu'il veut expliquer dans cette chose-là. Maintenant, lorsqu'il parle du verre précieux, de quoi à quoi se réfère-t-il ici? Il réfère vraiment à ce mercure qui est comme du verre. Le mercure est argenté, mais seulement il est diaphane comme du verre. Et comme je te disais tout à l'heure, en le plaçant sur ça, par exemple, alors on verra tout ça à travers. Pas comme si c'était du verre, véritablement, ni coulant. Alors, c'est du verre. C'est le vitriol, l'huile de verre, l'huile de vitre, hein, l'huile de verre. C'est Basile Valentin qui a fait ce sigle-là aussi, vitriolium.
Maintenant, les petits bateaux qu'il y a sur ce qui semble être la mer, à l'arrière-plan, est-ce que ça a une signification Non, quelconque? simplement, il veut parler de l'universalité de la connaissance, hein, qui doit se distribuer à travers toute la planète. Il en mentionne dans son texte. Bon. Mais pour l'expliquer complètement, il faudrait que je vous donne les textes. Et je pense que je vais pouvoir les condenser dans quelques pages chacun. Ça suffira. Alors, le 12, on l'aura au complet. Okay. Je les laisse même ici. Et j'aurai des illustrations. Il y a aussi un cierge qui est allumé. Est-ce que ça donne une signification particulière? Oui, la durée de la vie. La durée de la vie. C'est de l'huile incombustible. Il parle de l'huile incombustible, hein. Et de la cire, qui est incombustible également. Il parle de la vie qui peut s'éternaliser. Ouais. Dès qu'elle a été végétabilisée ou vivifiée. C'est un espèce d'iconographie qui porte du Moyen-Âge. Mais elle s'applique à tous les âges aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à cette... Oui. Disons, j'ai pas une question, mais une suggestion. À Alex, pour pas se faire piquer ses planches. Moi, j'ai un projet que j'ai parlé comme ça à Mario une fois. J'aimerais faire ces planches-là en cuivre repoussé. En cuivre? Repoussé. Oui. Je sais que c'est un grand travail, mais je pourrais le faire. Tentative. Je pourrais le faire. L'essayer, mais il faudrait que j'ai les planches ou des photocopies de quelque chose pour arriver à faire parce que j'ai pas le livre. De quelle encore. dimension ferais-tu ça, Babel? Je pourrais les faire aussi grandes que ça ou plus grandes. Travail? Oui, je sais. Doit-on accepter? Sans vergogne? Pardon? On pourrait le faire en antique, peut-être. Oui. Le sortir en antique, je pourrais faire un échantillon. J'ai déjà fait une couple de projets sur le cuivre repoussé. Quand j'ai vu les planches la première fois, c'est ce qui m'a passé dans la tête. Je revenais du Lac-Georges aussi. Une soirée à Lac-Georges, hein? On va avoir de beaux souvenirs de ça. On va y retourner? On va certainement y retourner. Ouais. Oui. C'est juste une suggestion, là, puis je pourrais mettre au travail. C'est une chose qui est précieuse, très précieuse. Comme ça, on pourrait pas vous les faire piquer, mais il faudrait trouver au moins les 12 pour que je puisse trouver le travail pour... faudra peut-être avoir aussi l'autorisation de l'auteur de ça, là. Comme ça serait pas mon originalité. Oui, c'est l'auteur de la reproduction. Mais est-ce que vous... Ça vient d'Europe, on sait pas... Non, c'est un bonhomme d'Ottawa, je pense. Est-ce qu'on a besoin de son autorisation à ce moment-là? Oh non, c'est simplement... Si on peut ce n'est pas pour faire de la revente, hein? Non. L'exclusivité seulement. Oh oui, c'est simplement ça. Je me souviens pas de son nom. Il est écrit, je pense, en haut, Alex. En haut? Oui, il me semble que j'ai vu son nom. Non? Je sais qu'ils sont numérotés jusqu'à 22. Oui. Dans le bas. Ça peut être comme des lithographies, ça. Oui, Benoît Leroux. Benoît Leroux, oui, c'est 1981. C'est bien ça. Pardon? En 1981, sérigraphie numérotée de 1 à 52. Mais lui, il l'a reproduit dans les livres, car ça, c'est très vieux. Ça date de quelle année, Alexandre, l'origine de ça? 15e siècle. Hein? 15e siècle. Oui. Alors je pourrais le prendre, le là, faire oui, il n'y a pas de droit d'auteur sur ça. Non. Oui. OK, c'est ça, je veux savoir, parce qu'avant de faire des choses, c'est mieux de savoir, autrement, on se fait taper ses doigts. Ah oui, oui. Oui, puis c'est important que tu conserves tes doigts intacts. Tu n'as besoin de mes doigts. Surtout pour le faire, oui. On a une autre question qui suit celle-ci. On a discuté un petit peu dans l'entracte au sujet de la cendre de chêne. Bon. Quelle quantité à peu près pour faire le grand œuvre? Moitié-moitié. Pour faire le grand œuvre, non, mais je veux dire, vous apporter. Ce que je disons, 1 kilo de cendre, 2 livres de cendre. Hein? Ça représente quoi, comme un chêne, mettons, qu'on fait brûler? Un chêne. Moi, j'ai pris un bloc d'à peu près. C'est un chêne qui avait 10-12 pouces de diamètre. J'en avais 2 pieds. Alors, j'ai eu 2 gallons de cendre avec ça. 2 gallons de cendre. J'ai pris 3 quarts d'un gallon. Oui, à peu près 1,5 kg, 3 livres environ. Et 3 livres de chaux-vive. J'ai bouillanté de l'eau bouillante, ouais. Et ce qui a passé à travers le tamis, là, on distillait encore de nouveau. Puis là, on a eu ce qu'on appelle notre agent primordial. Et c'est le sel qui sort de la cendre qui est précieux.
la cendre de chêne. Il y a un autre élément qu'on peut prendre, c'est de la fougère ou bien un autre élément. L'acacia, on n'a pas ici l'acacia. Mais de la fougère, on peut en avoir. J'en avais trouvé chez Jacques Enguerrand un peu, hein. Mais elle n'est pas riche. Non. Mais la cendre de c'est du bon chêne ici. Nous, Alexandre, on a fait brûler, pour obtenir la quantité qu'on avait la dernière fois, là, on a fait brûler pendant 6 soirs de suite, de 6 heures du soir, aller à 2-3 heures du matin. Et puis, il fallait faire attention, car la personne qui avait la job de faire ça avait peur que son foyer saute, ça devient excessivement chaud. Nous, on a passé beaucoup plus que ça. On a passé 4 boîtes de morceaux de chêne, là, des boîtes en carton là, qui rentrent, tu peux en mettre seulement qu'une dans une valise automobile, là, une grosse voiture. Alors, il y avait peut-être un quart de corde de bois dans ce que c'est qu'on a fait. Ça en a pris beaucoup. Oui. On a eu suffisamment pour faire environ